Bonjour et bienvenue dans Historiquement Chaud avec un programme très éclectique cette semaine avec deux invités que vous pourrez retrouver au salon Histoire de lire à Versailles les 22 et 23 novembre. Bénédicte Vergès-Chaignon, tout d'abord, nous plongera dans l'occupation à la lumière de ses deux derniers livres en revenant à la fois sur l'activité du célèbre studio photo Harcourt dans cette période et sur les agissements de trois hommes qui furent jugés plusieurs décennies après la guerre, Barbie, Touvier et Papon. Dounia Tangour ensuite nous éclairera sur les destins parallèles de deux souveraines de la fin de la Renaissance à la cour des Tudors et des Habsbourg. C'est le sujet de son étude parue chez Perrin, Catherine d'Aragon et Jeanne Lafolle, deux sœurs dans la tourmente. Enfin, Éric Pincas nous emmènera au cachot en nous parlant du passionnant dossier du magazine Historia dont il est le rédacteur en chef, Prison, 500 ans derrière les barreaux. Bonjour Bénédicte Vergès-Chaignon, vous êtes une de nos plus grandes spécialistes de la France dans la Seconde Guerre mondiale. Vous avez notamment signé chez Perrin une biographie de référence du maréchal Pétain. Et en cette année 2025, soit 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous nous revenez avec deux ouvrages inédits et passionnants. Le premier a pour titre « Crime contre l'humanité » chez Passé Composé, avec une démarche originale puisque vous êtes appuyé sur les films documentaires liés des procès filmés mais non diffusés en direct de Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon. Des procès qui d'ailleurs appartiennent à l'histoire de notre chaîne Histoire TV puisqu'on en avait diffusé des dizaines et des dizaines d'heures, pas l'intégralité ces dernières années. Mais vous êtes penché sur ces trois documentaires qui ont été réalisés à partir de ces procès. Pourquoi cette démarche ? En réalité, je me suis rendu compte pendant les projections en public, lorsqu'elles étaient suivies de questions, qu'il y avait beaucoup de questions sur les détails ou pour expliquer des points de procédure, pourquoi Touvier n'avait pas été arrêté plus tôt, comment ça se fait que Papon n'avait pas été épuré. Parce que, comme ils sont très riches, les documentaires sont très denses et vont très vite. Donc, il y a souvent des questions qui restent en suspens. Donc, j'ai essayé d'apporter des éclaircissements grâce à un petit résumé. Et puis, le livre est abondamment illustré pour renvoyer non seulement aux images filmées des procès, mais aussi parfois on voit passer à l'image un document, une archive, une pièce. Et là, c'est l'occasion de la voir un peu plus longuement et de la lire pour de bon. Et est-ce que ces trois procès sont réellement comparables ? Parce que ils ne parlent pas exactement de la même chose. On peut croire qu'ils ont tous pour objet le crime contre l'humanité, c'est le point commun, mais quand même, les parcours de ces trois hommes sont assez différents, finalement. Oui, ce sont des hommes très différents. L'un est un Allemand qui était là parce qu'il était un membre de la Gestapo. Le second appartenait à la milice et le troisième était un haut fonctionnaire de la préfectorale. Et c'est pourquoi, à chaque fois, bien qu'on ait dit c'est le dernier procès c'est le plus important, au fond, je dirais peut-être que Barbie, c'est le dernier procès de l'occupation, Touvier, le dernier procès de la collaboration, et Papon, le dernier procès de Vichy. Et on pense aussi que c'est une bonne chose finalement qu'il se soit déroulé dans cet ordre pour qu'il puisse se tenir tout simplement malgré le passage des décennies, puisqu'on ne parle pas en termes d'années, mais de décennies. Là. Mais justement, est-ce que les déroulements aussi ont été identiques ou très différents ? Non, ce sont des déroulements très différents parce que Barbie, déjà, c'est une grande première. Et en plus, c'est un accusé qui va s'abstenir, se dérober, refuser de parce qu'il arrive le premier jour, puis après voilà, il va même prétendre qu'il n'est pas Klaus Barbie, mais Klaus Altmann. Voilà. Donc, on a pu croire que ça allait échouer à cause de ça. Or, au contraire, c'est le moment où les témoins prennent toute leur place. Dans le second procès, tout le monde découvre Paul Touvier, qui donc s'est caché de 1944 à 1989. Pas caché, mais il vivait en France. Absolument, mais dans une succession de cavales improbables, effectivement. Et donc là, ça va être vraiment le procès d'une seule affaire, les exécutions de Rieux en 1944. Voilà. Donc un objet très
centré, effectivement. Très pointu, enfin très voilà, précis, et ouais. ça va être la première fois que les historiens vont venir en tant que témoins dans un procès. Et Papon, alors là, c'est le procès de tous les excès, puisque ça va durer 6 mois. Vous imaginez d'ailleurs le nombre d'heures tournées pour le procès Papon. Il va y avoir de nombreuses interruptions, de terribles rebondissements, le tout intervenant au bout d'une procédure qui durait depuis 1981, alors que les procès ont lieu en 97 et 98. Et donc là, c'est la déportation de environ 1700 personnes qui est envisagée. Donc, oui, les procès ont été très différents Oui, et surtout les uns des autres. procès Papon, les parties civiles ne sont pas tout à fait en accord les unes avec les autres. Oui, alors déjà, des pendant les 2 premiers, voilà, ça a pu être tangent, en particulier pour le procès Touvier. Oui. Les avocats des parties civiles et les parties civiles se comptent en dizaines. Donc, l'accord peut être difficile à trouver en termes de stratégie, de tactique. Et c'est vrai qu'au moment du procès Papon, on a pu penser même à un moment qu'il y aurait une rupture entre les parties civiles. Et finalement, je dirais, le verdict a soulagé tout le monde. Et néanmoins, les dissensions entre les parties civiles ont continué ensuite au moment du règlement des dommages et intérêts. Parce que ce qui est compliqué aussi avec Papon, et d'ailleurs vous reproduisez la fameuse photo de Papon sur le balcon de l'hôtel de ville à côté du général de Gaulle en 1944. Donc, oui, à Bordeaux, où il y a une parfaite continuité dans sa carrière avant-après, avant la libération, après la libération. Il fait partie de ces hommes réputés avoir rendu des services à la résistance et qui s'est ainsi exonéré de ce qu'il avait fait pendant la période de l'occupation. Est-ce que ces procès nous ont modifié notre vision et surtout notre connaissance de cette période? Oui, parce que forcément, ils ont généré une énorme publicité, une grande littérature autour de ces événements, précisément, et du contexte de la Seconde Guerre mondiale en France. Je dois avouer aussi que quand on a l'occasion de voir les images des procès sur grand écran, on est frappé comme peut-être l'étaient les gens qui ont assisté réellement au procès. Je pense aux mimiques de Touvier qui font réagir les gens dans la salle, effectivement. Et puis les témoignages. Les témoignages qui ont souvent constitué non seulement les moments les plus émouvants, mais je dirais les moments les plus forts aussi en termes de procédure. Crimes contre l'humanité, les procès Barbie, Touvier, Papon aux éditions Passé Composé. Et vous signez donc un second ouvrage cet automne, coécrit avec Nicolas Ragonneau, Harcourt, les années noires et grises aux éditions de Noël, consacré au célèbre studio photo sous l'occupation. Alors lui, c'est comme Papon, il a continué son activité pendant l'occupation et tout de suite après la libération. Oui, alors il se passe 3 semaines entre la dernière photo du soldat allemand prise au studio Harcourt à l'été 1944 et la première photo du soldat allié prise après la libération. Là, on est dans le cadre d'une entreprise qui n'est pas liée à la collaboration économique, puisque faire des portraits, même d'Allemands, ce n'est pas contribuer à l'effort de guerre du Reich. Et je parlais de gros plans tout à l'heure. Et bien là, je dirais que la particularité de ces photos d'Allemands, c'est qu'on ne les a jamais vus d'aussi près. D'habitude, en dehors, je dirais, des célébrités, nous voyons des groupes de soldats allemands dans la rue. Là, nous les voyons, comme les Français de l'occupation les voyaient en vis-à-vis. Et alors, donc on peut juger de l'esthétique de ces portraits parce que c'est le moment où se met en place la fameuse esthétique du studio Harcourt qui est due à des photographes de cinéma qui n'ont pas de travail à cause de l'occupation et qui viennent ici continuer à photographier
les clients normaux, donc les vedettes, voilà. les actrices, les Arletty, chanteurs, etc., voilà, les hommes politiques et les Allemands qui se présentent parmi les autres clients. Les Allemands et beaucoup de figures de la collaboration. Oui, aussi parce que c'est déjà au fond le marqueur d'un prestige. Et alors on voit ici un chef d'un parti collaborationniste pas du tout connu, Christian Message, qui a la particularité très drôle qu'il a attendu d'avoir son uniforme en 1940 pour venir poser. Mais il y a aussi Doriot, il y a aussi Laval. Voilà, il y a Déa. Alors manquait au tableau de chasse d'Harcourt le maréchal Pétain lui-même, puisque Harcourt n'opérait pas en zone libre. Alors ce qui est intéressant, c'est que les opérateurs des studios Harcourt, en 1944, au moment de la libération de Paris, vont dans la rue. Oui. Et alors, après, ils vont faire des photos un peu posées, y compris de Joséphine Baker ou de soldats américains, mais ils vont dans la rue et ils font des photos des combats. Alors, parce que normalement, ils ne sortent pas de leur studio, ou alors pour aller dans des salles de spectacle. Ce n'est pas du tout des gens qui font du reportage. Et là, à circonstances exceptionnelles, eh bien, démarche exceptionnelle, ils possèdent de la pellicule. Et donc, ils sortent et on découvre avec surprise que certaines des photos les plus célèbres de la Libération ont été prises par des opérateurs Harcourt. Merci beaucoup, Bénédicte Vergès-Chaignon. Ce livre Harcourt, les années noires et grises chez De Noël, coécrit avec Nicolas Ragonneau. J'ai oublié de rappeler évidemment que vous serez au festival Histoire de lire à Versailles, tout comme vous, Dounia Tangour. Vous n'avez pas encore la bibliographie de Bénédicte Vergès-Chaignon puisque vous venez de publier votre premier livre. Mais alors, premier livre, coup de maître. Vraiment. Merci. Un livre absolument remarquable. Vous êtes spécialiste du monde hispanique et vous racontez dans ce livre les destins parallèles de deux filles de Ferdinand d'Aragon et Isabelle la Catholique, Catherine d'Aragon et Jeanne la Folle, deux sœurs dans la tourmente. C'est le sous-titre de votre livre paru chez Perrin. Ce qui est incroyable, c'est que rien n'indiquait que ces deux femmes, finalement, auraient un parcours, un destin tragique, d'ailleurs, et un destin final tragique, commun, parce qu'elles sont très, très différentes. Ce sont les deux filles donc de Ferdinand d'Aragon et Isabelle la Catholique, mais deux tempéraments très différents, et a priori, deux mariages qui vont durablement les éloigner. Effectivement, elles partent tout d'abord avec les mêmes chances. Elles sont les filles des prestigieux rois catholiques qui sont, quand elles naissent dans la période de ce qu'on appelle la reconquête espagnole. Les rois catholiques sont très ambitieux parce qu'ils ont des visées beaucoup plus lointaines que l'Espagne qu'on connaît, qui n'est pas encore l'Espagne, qui est juste la Castille et l'Aragon. Il y a encore les Arabes de l'émirat de Grenade qui sont encore là. L'objectif des rois catholiques, c'est d'unifier et de créer la future Espagne. Et leurs filles vont être, on va dire, des pièces maîtresses dans la politique étrangère des rois catholiques. Et ce que vous dites, voilà, elles ne sont pas destinées à avoir un destin tragique, mais leur destin doit se dérouler hors des frontières ibériques, puisqu'elles doivent être les ambassadrices, en quelque sorte, de la monarchie hispanique à l'étranger, puisque Isabelle la Catholique et Ferdinand d'Aragon ont pour objectif d'entrer dans la cour des grands et d'avoir leur place en Europe. Parce que c'est ça, au-delà de la reconquête, c'est aussi devenir en fait des champions en quelque sorte de la chrétienté, et rien de mieux que de marier leurs filles avec les plus grandes dynasties de l'époque, qui sont les Habsbourg et la jeune dynastie des Tudors, qui n'est pas une grande dynastie, oui, qui vient d'arriver avec Henri VII, mais l'Angleterre est un grand pays. Oui, exactement. Donc là, Catherine d'Aragon part chez les Tudors pour épouser le prince de Galles, Arthur Tudor. A priori, elle est très bien accueillie. En revanche, pour Jeanne, elle va à la cour des Habsbourg, en Flandre, et là, l'accueil est quand même tout sauf chaleureux. On va dire qu'il est glacial, à l'image du climat flamand. C'est vrai que c'est un double mariage dans le cas de Jeanne, puisque son frère épouse également Marguerite, la sœur de Philippe de Habsbourg. Donc c'est vraiment une stratégie matrimoniale. On n'est pas sur comme c'est souvent le cas, on n'est pas sur des mariages d'amour, mais c'est vrai que Jeanne, elle fait face à une cour beaucoup plus froide que sa sœur, et on sent déjà qu'elle va avoir des difficultés dans cette cour des Habsbourg. Mais la chaleur, elle va la trouver dans l'amour, parce qu'elle tombe, ça peut arriver qu'un mariage d'État soit aussi un mariage d'amour, elle tombe totalement amoureuse, mais
à un point incroyable de Philippe de Habsbourg. Là oui, alors je dirais même que c'est la passion qui va l'animer. On est sur un mariage, il faut quand même le noter, c'est des jeunes gens qui ont le même âge. Donc, et le coup de foudre est immédiat de la part des deux. Parce qu'on a tendance à penser qu'avec son sobriquet Jeanne la Folle, que c'est un peu... On va en parler parce que... Voilà, un amour à sens unique. Non, Philippe le Beau la trouve très jolie, à son goût. Et c'est une passion qui va être vraiment consommée assez vite, même avant le mariage d'ailleurs. Pourquoi on va l'appeler Jeanne la Folle, justement ? Grande question, parce qu'il y a de son vivant et après la mort de son époux. Alors c'est vrai que Jeanne la Folle, ce sobriquet intervient à la mort de son époux, mais de son vivant, c'est ces crises de passion et de jalousie qui vont interroger sur son état mental. En tout cas, elle ne respecte pas les étiquettes royales qui doivent être de mise lorsqu'elle est à la cour. Elle fait des crises de jalousie qui font le tour de l'Europe, puisqu'elle est aussi agressive avec ses deux... Il y a une scène que vous décrivez qui fait basculer un petit peu la cour dans l'idée qu'elle est vraiment folle. Oui, c'est cette scène où elle revient en fait de Castille, un voyage où elle est éloignée de son époux. Elle ne supporte pas en fait d'être éloignée, ne serait-ce que quelques semaines. Et on lui raconte que son époux a une maîtresse flamande. Et lors d'une réception, elle décide finalement de régler ses comptes elle-même. Et elle s'attaque à elle physiquement parce qu'elle a l'impression, on lui dit que cette jeune femme a une relation avec son époux et elle cache un ciseau dans ses vêtements et elle décide finalement de lui entailler le visage et de lui couper les cheveux à ras, ce qui est quand même assez surprenant pour une reine, et elle décide en fait de pas accepter en fait les maîtresses de son époux comme le faisaient les reines à son époque. Est-ce qu'il est vrai qu'elle a un certain nombre de symptômes qui peuvent laisser penser qu'elle est un peu folle, si on peut dire, notamment après la mort de son mari, parce qu'elle ne veut absolument pas s'éloigner du cadavre de son mari. Mais en fait, cette folie, elle arrange beaucoup de monde, y compris dans sa famille. C'est ça qui met peut-être le doute sur la réalité de sa folie. C'est que son fils, c'est le futur Charles Quint, mais son père, son propre père, Ferdinand, lui-même participe à son enfermement, puisqu'elle retourne en Castille. Et là, elle est enfermée à Tordesillas pour des dizaines et des dizaines d'années, qui ne vont pas arranger son état mental. Mais cette idée que sa folie arrange la succession du royaume est quand même quelque chose de perturbant, je pense. Mais écoutez, c'est l'une des grandes questions d'ailleurs de l'historiographie espagnole, puisque maintenant on est dans les gender studies, et effectivement on a tendance à dire que cette folie, c'est une instrumentalisation en fait une construction. Ouais. Effectivement, il y a une jalousie qui est maladive, mais au point d'être enfermée près de 40 ans sans pouvoir avoir accès au monde extérieur. Ça, c'est vrai que la question de la folie, et d'ailleurs, on m'a posé la question pourquoi avoir mis Jeanne la Folle et pas Jeanne de Castille. C'est vrai que je me suis interrogée, mais c'est vrai que dans l'historiographie, elle est connue sous ce nom-là, et il y a des comportements qu'on ne peut pas nier non plus chez elle, puisque vous l'avez rappelé, pour l'enterrement de son époux, elle a fait un voyage assez funeste avec le cadavre de son époux. Elle dormait avec, elle l'embrassait. C'est ça qui a fait, en fait, je pense, basculer vers la folie. Mais il est vrai aussi que cette folie servait en réalité son père, tout d'abord, pour pouvoir prendre le pouvoir entre guillemets, puisqu'il avait ce rôle de régent, mais effectivement, il fallait l'écarter. Et en même temps, je vais vous dire, vu son état, elle n'a jamais, on le voit tout au long du livre, le pouvoir ne l'intéresse pas. Et ça, je pense que son entourage s'en est très vite rendu compte, et son mari s'en est rendu compte. Et rien de mieux que pour lui que d'être à la tête de la Castille aussi, parce que c'est des jeux de pouvoir, des jeux de dupes qui se trament, et elle n'est pas faite pour le pouvoir. Et c'est peut-être aussi ce qui la différencie de sa sœur Catherine, qui, elle, ne va pas détester être régente à un moment donné en Angleterre. Mais il faut revenir un tout petit peu en arrière. Elle arrive, accueil chaleureux, sauf que son mari meurt au bout de quelques mois. Et là, question, qu'est-ce que je fais? Je rentre en Espagne, je reste toute seule. Eh bien non, elle va épouser qui? Le frère de son mari. Sachant que son beau-père a failli aussi convoler avec elle. Enfin, Henri VII envisageait carrément d'épouser sa belle-fille. Finalement, elle épouse Henri. Et puis, avec Henri, ça va très bien se passer au début, et puis ça va dégénérer et très mal finir.
Et oui, effectivement, ça présage pas, parce que c'est vrai, elle arrive, on va pas dire, c'est pas sa sœur. Hein. Avec Arthur, c'est pas l'amour fou. Arthur est un jeune garçon assez timide qui est sous la coupe de son père Henri VII, qui est un roi très économe, très calculateur. Et vous l'avez dit, lorsque son fils meurt et que son épouse meurt à Henri VII, il pense à épouser sa belle-fille, ce qui est un choc monumental pour les rois catholiques qui l'apprennent. Et en même temps, Henri VII ne veut pas laisser Catherine d'Aragon s'échapper, parce qu'il y a aussi un aspect financier, parce qu'il y a une dot qui est derrière tout ça, et la deuxième partie de la dot n'a pas été reçue, et c'est là des années de calcul de boutiquier pour savoir comment on va pouvoir récupérer cet argent et trouver un nouvel époux à Catherine. Et il y a cette fameuse idée d'Henri VIII, mais sauf qu'Henri VIII, au début, il n'est pas d'accord. Il n'est pas, quand il est jeune garçon, il n'est pas d'accord d'épouser, ça lui cause du tourment. Et ça va être après à la source du fameux divorce à la fin, parce qu'au début, ça on l'oublie souvent, mais c'est qu'Henri VIII n'était pas très partant pour cette idée de mariage. Puis après, il s'habitue, et puis Catherine aime et se comporte bien, est une femme aimante. Et donc, mais il y a une petite rivalité, parce que quand elle se retrouve régente pour notamment gérer la campagne d'Écosse, elle le fait très bien. Et là, on sent que ça passe pas très bien chez... C'est vrai. Lors de la bataille de Flodden, elle qui pense faire plaisir à Henri VIII, puisque c'est lui qui la nomme régente, hein, c'est pas elle qui le décide. Elle finit par prendre goût au pouvoir, et c'est vrai qu'elle lui envoie le manteau du roi d'Écosse en pensant lui faire plaisir, en lui disant vois comme je me suis donnée dans cette bataille. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une Espagnole à la cour anglaise, elle a encore cet accent espagnol, et c'est vraiment un modèle d'assimilation et d'intégration. Et lui, finalement, se dit, elle commence à prendre un peu trop d'aisance dans son rôle. Elle était censée me remplacer quelques mois, et là, j'ai l'impression qu'elle veut prendre ma place. Et puis, elle va pas arriver, elle va faire des enfants, des garçons, mais qui vont mourir. Et puis, comme elle n'arrive plus à avoir de garçons, il va prendre une maîtresse et puis se débarrasser d'elle. C'est sa grande malédiction, en fait, c'est de pas avoir pu, c'est sa seule erreur finalement, c'est de ne pas avoir pu lui donner fils héritier qu'il voulait tant, et ça va signer en fait sa chute en Angleterre. Et elle va être confinée, et finir comme sa sœur, confinée. Exactement, c'est là qu'elles se rejoignent en fait dans le drame, parce qu'elles sont pas du tout pour les mêmes raisons, parce que vous l'avez dit, elles n'ont pas du tout le même caractère. Il y a beaucoup de résilience chez Catherine d'Aragon. Jeanne est plutôt, elle subit son sort, mais sans vraiment agir. Donc oui, c'est vrai que c'est son arrêt de mort, le fait de ne pas donner de fils à Henri VIII. Merci beaucoup, Dounia Tangour, Catherine d'Aragon et Jeanne Lafolle, deux sœurs dans la tourmente, que je vous recommande très chaleureusement aux éditions Perrin. Éric Pincas, à la une du numéro d'Historia de novembre, les prisons, 500 ans d'histoire derrière les barreaux. Pourquoi avoir décidé de mettre en lumière cette thématique dans ce dossier? On apprend notamment que jusqu'à la Révolution française, la peine de prison comme sanction n'existe pas. Oui, alors la prison, elle a beau avoir inspiré nombre d'auteurs, de cinéastes, de fiction, l'histoire de la détention demeure méconnue, peu explorée, pourtant elle en dit long sur les maux de notre société. Et comme l'actualité s'en fait régulièrement l'écho, l'état des prisons françaises est quand même pour le moins alarmant. Juste un chiffre, celui de la surpopulation carcérale. On a battu un record en juillet dernier. 84 951 détenus pour 62 000 places et 29 établissements qui affichent un taux d'occupation de 200%, sans parler on va dire, du malaise du personnel pénitentiaire avec la série d'attaques qui les a frappés au printemps 2025. Et c'est cette photographie inquiétante qui nous a incité pour la toute première fois à Historia de vouloir mettre en lumière l'histoire de l'univers carcéral. Et en effet, on découvre que jusqu'en 1791, la peine de prison n'existe pas. La prison est simplement une mesure de sûreté, une mesure de rétention avant que l'individu soit jugé. Sous l'Ancien Régime, en fin de compte, ce qui prime avant tout, c'est l'arbitraire royal. Et cet arbitraire royal, il se manifeste par ce qu'on appelle les lettres de cachet. Et les lettres de cachet, donc, ce sont des ordres royaux qui autorisent l'incarcération sans jugement. Ces lettres de cachet, elles ont longtemps été réservées aux affaires d'État avant de devenir un moyen répressif qui a été, je dirais, sollicité par la police et les familles. Et sous la Révolution, l'Assemblée constituante va transformer radicalement la justice. Alors il y a 2-3 mesures qu'on peut citer.
Les lettres de cachet, déjà, sont abolies en 1790. Les juges sont choisis parmi les citoyens librement élus. C'est terminé des tribunaux royaux, des tribunaux seigneuriaux où il y avait une forme de propriété des charges. On institue des jurys devant chaque tribunal criminel. Et puis, les accusés ont désormais la possibilité d'être représentés par un avocat. Et c'est en septembre 1791, donc, que l'Assemblée constituante va faire de la peine de prison une peine à part entière en s'inspirant des travaux de Beccaria qui en 1766 avait publié son traité des délits et des peines et en instituant une échelle des peines en proportion de la gravité des crimes commis. Donc ça c'est vraiment une nouveauté. Alors évidemment, le paysage carcéral est très varié. Il y a des maisons de force, il y a des maisons d'arrêt, des maisons de justice, des maisons de correction pour les jeunes délinquants. Une variété certes, mais avec un dénominateur commun, l'insalubrité déjà et vraiment l'état de vétusté des bâtiments qui accueillent les prisonniers. Et alors vous traitez en particulier la notion d'isolement qui est une norme pas très courante dans les mesures disciplinaires du milieu carcéral français pendant des siècles. Oui, alors cette notion d'isolement, elle aussi, elle est d'une actualité brûlante puisque l'été dernier a été inauguré la toute première prison de haute sécurité en France à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais pour les narcotrafiquants jugés les plus dangereux. Nicolas Sarkozy, qui vient d'être incarcéré à la santé, est lui aussi mis à l'isolement. Alors non pas en raison de sa dangerosité, mais parce qu'en raison de son statut de personnage public, on le tient à l'écart des autres détenus. Mais au regard de l'histoire, on s'aperçoit que contrairement à une idée reçue, la notion d'isolement n'a pas été, l'Ancien Régime n'a pas été l'âge d'or de la notion d'isolement, parce qu'on imagine un peu comme à la Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo, tout seul dans sa geôle. Ouais. En fait, ce qui conditionnait les différents traitements de détention, c'était le rang social. Les prisonniers ordinaires, les plus pauvres, ceux qu'on appelait les pailleux, qui dormaient quasiment à même le sol, qui n'avaient même pas de quoi se nourrir, eh bien, eux, on les entassait dans des chambrées avec une promiscuité très forte. Ils pouvaient être 10 par chambrée, alors que lorsque vous disposiez d'argent, vous étiez soumis au régime de la pistole, et les nantis, eux, pouvaient avoir des cellules individuelles. Donc la cellule individuelle était un luxe à l'époque, si je puis dire. Et avec l'argent, on pouvait acheter sa nourriture, on pouvait même disposer de domestiques. En fait, c'est au XIXe siècle que le régime cellulaire individuel va se développer largement. En 1875, l'isolement de jour comme de nuit devient même obligatoire dans ce qu'on appelle les cages à poules, qui étaient vraiment des espaces grillagés très étroits où on mettait le prisonnier. Mais cette mesure d'isolement, elle va se heurter à une réalité de terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez. En fait, il y a déjà une surpopulation carcérale au XIXe siècle, il n'y a pas assez de bâtiments pour miser sur l'isolement. Et du coup, aujourd'hui, l'isolement n'est plus la norme. L'isolement est une mesure, on ne va pas dire d'exception, mais une mesure spécifique à la seule dimension punitive. Alors qu'à une certaine époque, l'isolement était surtout perçu comme une manière justement de pouvoir vivre cette expérience de la solitude qui pouvait vous mettre sur le chemin de la réhabilitation, de la rédemption. Qui est une notion un peu d'humanisation, mais alors justement, cette notion d'humanisation, elle prend vraiment corps après la Seconde Guerre mondiale seulement. On commence à avoir vraiment une réflexion sur comment rendre l'incarcération moins inhumaine. Tout à fait. En fait, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que le traumatisme de l'enfermement qui a été vécu par les anciens résistants, par les déportés qui ont survécu à l'expérience concentrationnaire, leur fait se soucier du sort des détenus dans les prisons françaises qui ont été largement affectées par le régime de Vichy. Et on a un premier directeur de l'administration pénitentiaire qui s'appelle Paul Amor, qui lui a vécu l'expérience carcérale parce qu'il avait été arrêté par le régime de Vichy pour avoir soutenu des réseaux de résistance. Et lui, Paul Amor, il va miser sur l'humanisation des prisons. L'un de ses objectifs, c'est de viser l'amendement du prisonnier et son reclassement social. Il voit la prison, en fin de compte, comme un passage, un lieu où on peut être rééduqué et surtout préparer sa vie d'après. Parmi les grandes figures de la République qui ont œuvré pour l'humanisation des prisons, on va en citer deux. Évidemment, Simone Veil, qui, en 1957, alors qu'elle est jeune magistrate, rejoint l'administration pénitentiaire. Elle va prendre, alors elle-même ayant vécu l'expérience concentrationnaire, elle est très sensible au sort des gens qui vivent une humiliation, une forme d'abaissement. Et
L'une de ces mesures, ça va être de créer le poste d'inspecteur médecin pour pouvoir, je dirais, optimiser la politique sanitaire de l'administration pénitentiaire. Et puis elle va aussi beaucoup se préoccuper de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en prison, parce qu'elle constatait qu'il y avait beaucoup d'inégalités. Et puis dans la lignée de Simone Veil, Robert Badinter, évidemment qui vient d'être panthéonisé, avec d'une part sa grande mesure qui est l'abolition de la peine de mort, mais Robert Badinter, garde des Sceaux, va beaucoup œuvrer pour l'humanisation des prisons. Il va prendre un certain nombre de décisions. Il va supprimer les quartiers de haute sécurité. Il va autoriser les télévisions dans les cellules. Il va aussi généraliser les parloirs sans dispositif de séparation. C'est lui aussi qui crée les peines de travail d'intérêt général. Et puis, il va favoriser l'accès à la santé, à la culture, à l'enseignement. Force est de constater que près de 45 ans plus tard, eh bien, l'équation qui consiste à concilier détention et humanisation peine à être résolue. Merci beaucoup Éric Pincas. Robert Badinter, on aurait pu en parler avec vous aussi, parce que c'est grâce à lui si les procès ont pu être... ont été filmés pour constituer des archives pour l'histoire. Exactement. Merci beaucoup Éric Pincas, numéro du mois de novembre de Historia, prison 500 ans derrière les barreaux. Avant de nous quitter, un conseil, ne manquez pas sur Histoire TV le documentaire britannique inédit Terre de vampires, une enquête non pas en Roumanie, mais en Pologne sur des découvertes archéologiques qui ont mis à jour des dizaines de corps de supposés vampires. C'est diffusé le 30 octobre à partir de 20h50. Merci encore à tous les trois qui seraient donc présents au festival Histoire de lire à Versailles les 22 et 23 novembre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Historiquement Chaud.